Nous allons avoir dans ce panel, dans ce tout dernier panel, 4 communications de 15 minutes, suivies d'échanges et de discussions pendant environ 40 minutes. Et nous allons commencer immédiatement avec Céline Bardet, qui est la fondatrice et la présidente de l'ONG We Are Not Weapons of War, ONG hélas bien connue du fait de l'actualité depuis un certain nombre d'années. Et Céline Bardet va faire sa présentation sur les défis à multiples facettes de la violence sexuelle liée au conflit et le besoin urgent de réponses appropriées. La parole est à moi. Merci beaucoup. Bonjour et merci déjà parce que moi je trouve tous les échanges de ce colloque absolument passionnants et ce temps aussi justement d'échange qu'on a entre nous que je trouve extrêmement riche et qui est assez rare. Donc je voulais le dire. Donc on est très content d'être là. Donc d'abord juste un tout petit mot sur effectivement We Are Not Weapons of War, qui est, comme son nom ne l'indique pas, hein, une ONG basée à Paris, française, et que j'ai créée il y a 9 ans. Et pour vous donner juste un petit... alors je regarde l'heure, je démarre, ok. Moi, je travaille beaucoup sur le terrain, je travaille sur les crimes de guerre depuis 20 ans. J'ai commencé ma carrière au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, etc. Et donc, elle est venue aussi vraiment de constats sur le terrain. Je n'avais pas un intérêt spécifique sur la question des violences sexuelles. Simplement, j'ai vu sur le terrain, en fait, l'impact de ces violences sexuelles, la difficulté d'y répondre, et à une époque aussi où on l'a dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, où on n'en parlait pas tant que cela. Donc, We Are Not Weapons of War a été créé dans le but de contribuer à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles. Et en fait, nous, on va vers quelque chose qu'on définit comme la lutte contre l'utilisation systématisée des violences sexuelles dans les conflits et crises. Et pourquoi ? Parce que on travaille bien sûr sur les violences sexuelles liées au conflit, et je vous en parlerai après. On travaille aussi, en fait, à partir du moment où les violences sexuelles deviennent un outil qui est systématisé et utilisé. Donc ça veut dire aussi les routes migratoires, ça veut dire aussi aujourd'hui comment se développe l'utilisation de la violence sexuelle par les gangs armés, par les mafias, comment c'est utilisé, comment les jeunes filles sont kidnappées, réduites en esclavage ou servent en fait de moyens de pression sur des familles. Donc tout ce qui est les prisons, j'en parlerai aussi. Donc on fait ça, on travaille en luttant contre l'impunité, en facilitant l'accès à la justice, et puis en identifiant, en enregistrant, et on dit en orientant et en soutenant les survivantes et les survivants. Et je vous parlerai là, je vais vous faire une petite présentation de la question aussi pourquoi, parce qu'on m'a demandé un peu parler de ça, pourquoi le plaidoyer c'est important, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que fait We Are Not Weapons of War ? Et je finirai en quelques minutes pour vous parler de ce fameux outil backup dont on parle, qui est un peu notre colonne vertébrale, parce qu'effectivement, on a très vite décidé de regarder comment les nouvelles technologies pouvaient permettre des choses, de mieux documenter, de donner un meilleur accès à l'information, de porter la voix aussi des survivantes. Et puis nous, on fait un travail dont on fournit une expertise. Donc, la question, j'ai commencé d'abord sur la question du... je ne vais pas revenir là-dessus, mais comme ça a été évoqué surtout au début, mais je pense que c'est très important, parce qu'on parle de plaidoyer, en fait, c'est très important de comprendre aussi quand on parle de violence sexuelle dans les conflits, et Denis Mukwege en parle très bien. Il parle de viol avec extrême violence. En fait, il faut vraiment qu'on comprenne de quoi on parle. Et que le répéter, je pense que c'est ultra important, parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, comme on dit. C'est aussi rarement des cas isolés. Souvent, ça peut être des outils très réfléchis, planifiés, et c'est surtout des viols qui sont commis avec extrême violence. C'est toujours un outil d'humiliation, et c'est ça aussi qui est important de comprendre. Et ça peut paraître vraiment idiot de le rappeler, mais moi, que ce soit sur le terrain ou aussi en France, dans des échanges, on reste encore sur ces idées que, bon, bah voilà, c'est une pulsion sexuelle, ou quelque part, bon, bah il y a des conflits, les femmes, elles sont violées, ça fait un peu partie
de ça, voilà. Donc je pense qu'il y a un travail encore extrêmement important de répéter les choses. Je pense que c'est pareil quand on parle d'égalité homme-femme d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Donc voilà, c'est un acte de torture qui est commis souvent en public, comme on l'a dit, etc. Il y a toute la question de savoir dans quelle mesure il est systématisé. Et en fait, c'est toute la question, à un moment, quand il devient systématique. Et souvent, il est commis avec des objectifs qui peuvent être très différents. Mais comme toutes les situations qu'on a évoquées, le viol, il peut être un outil de nettoyage ethnique. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans en Bosnie. Donc, en Bosnie-Herzégovine, je répète souvent, mais on oublie un peu, il y avait des camps de viol en Bosnie-Herzégovine. Et à ma connaissance, et je fais beaucoup de pays, je n'ai pas trouvé d'autres endroits dans le monde où il y avait eu ça. C'est-à-dire qu'on mettait des femmes et on les violait pour les mettre enceintes. On sait que le viol a été défini comme outil de génocide au Rwanda. C'est aussi un outil économique de terreur, c'est faire déplacer des populations, c'est avoir accès à des territoires. C'est un outil aussi politique, on le voit à l'encontre des opposants politiques. Je veux dire un peu plus tard aussi. Nous, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la Libye. Et ce matin, on parlait aussi des endroits dont on parle beaucoup et puis ceux qui sont un peu plus invisibilisés. On a beaucoup travaillé en Libye, on continue de travailler en Libye où le viol a été utilisé pendant la révolution de 2011, mais vraiment de manière extrêmement horrible. On sortait les femmes dans la rue et on les violait dans la rue, c'était ça. Et ensuite, en 2014, il y a eu tout un travail de viol à l'encontre des hommes. On parle un peu moins. Il y a un film qui s'appelle Libye, anatomie d'un crime qui a été fait, c'est pas du tout pour faire de l'autopromotion de notre travail, mais qui suit notre travail, mais qui est hyper intéressant parce que le viol est un outil, et bien sûr qui touche les femmes et les filles, mais il touche aussi les hommes et les garçons. Et il faut aussi le rappeler. Et quand il touche les hommes, souvent, les services pour les hommes sont beaucoup moins présents parce qu'on ne répond pas à un homme qui a vécu un viol ou une violence sexuelle de la même manière qu'une femme. Et les hommes, souvent, moi j'ai vu ensuite, ils disparaissent souvent de la scène publique, en fait, sociale, après. Donc il y a des conséquences qui sont extrêmement complexes ensuite à trouver. Donc c'est toujours en fait à retenir, c'est toujours un outil d'humiliation et de destruction. Et ça, faut vraiment le comprendre, il faut le retenir et il faut arrêter d'associer, je pense, la question des violences sexuelles avec la sexualité. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on trouve un autre mot. Moi, je pense, ça n'a absolument rien à voir. Donc la question de savoir aussi, bien sûr, je reviens pas là-dessus, qu'il a toujours existé, etc. Mais comme je vous disais, il y a la question des conflits, il y a la question des crises. Par exemple, on travaille au Zimbabwe, je pense à Mildred qui fait partie du réseau SEMA. Il y a eu des crises électorales au Kenya. Il y a toute la question des zones fragiles et donc de gouvernance faible où d'un seul coup une culture, pas seulement d'un seul coup, mais une culture comme ça de la violence sexuelle se met en place. On en a parlé. Il y a le terrorisme, il y a les gangs armés et nous on est en train de développer aussi un travail autour de ça. Si tu as mentionné ce matin, mais voilà ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe dans certaines parties d'Amérique latine où vraiment il y a des formes de violence sexuelle utilisées par les gangs qui sont mais des choses extrêmement bien pensées. Et bien sûr il y a les flux migratoires. On a en ce moment un travail en cours avec, donc je parlerai dans la jungle du Darien, du côté du Panama, et il y a une systématisation des violences sexuelles sur les flux migratoires, qui est un sujet aussi, je trouve, qui est un peu pas suffisamment regardé. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est des personnes qui quittent leur pays aussi à cause des violences sexuelles, qui vont subir des violences sexuelles sur la route migratoire et qui souvent, quand ils arrivent dans les pays d'accueil, vont aussi être dans des situations de vulnérabilité parce qu'elles sont pas prises en charge et donc vont subir encore des violences sexuelles ou en tout cas des abus dans les pays d'accueil. Donc ça, je trouve que c'est un sujet qui nous concerne tous et qui concerne aussi l'Europe puisque l'Europe est un des pays d'accueil. Alors, une petite phrase sur comment parler. Je sais même plus ce que j'avais dans ma présentation. Donc, alors voilà. Pourquoi c'est important de comprendre le phénomène ? C'est important de comprendre le phénomène, et je crois que ça a été évoqué ce matin, et d'ailleurs hier, Pramila Patten l'a évoqué, c'est-à-dire aussi de quoi on parle. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de travail, d'études fait sur cette question. J'ai bien aimé le What's Going On. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le modus operandi ? Comment le viol est utilisé dans les contextes qui sont différents ? Nous, on a un projet d'une étude mondiale sur cette question. Il y a des choses qui sont faites, bien sûr,
en recherche, mais d'essayer de travailler à ce qu'on puisse centraliser un peu tout ça et faire un vrai travail empirique. Il n'y a pas d'études mondiales sur la question des violences sexuelles dans les conflits. Il y a des études mondiales sur la situation des femmes. Il y a des travaux qui sont faits, notamment par votre bureau et par d'autres ONG. Mais je pense que on aurait intérêt, parce que je pense aussi que mieux on comprend ce qui se passe, mieux on peut y répondre, mais mieux aussi on peut prévenir. Et il y a la question qui a été évoquée ce matin aussi, bien sûr. Moi, j'appose souvent qui viole, parce que ça aussi, c'est une question que je n'entends pas assez. Qui viole, qui sont les auteurs et comment on peut travailler là-dessus. C'est aussi la caractéristique du viol, donc quelque chose qui est souvent nié et remis en question, comme on sait. C'est pour ça que c'est important on dit empouvoirer, je crois on dit en français, mais les femmes, je reviendrai pas, on a parlé ce matin, mais le réseau SEMA, par exemple, moi je pense que c'est une idée extrêmement importante et que on a besoin de faire ça, parce que malgré tous les cadres normatifs que l'on a, et on a des cadres normatifs, on a des lois, je pense fondamentalement, c'est comme la question de l'égalité homme-femme, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience sociétale sur la question des violences sexuelles. Qu'on comprenne que voilà, c'est pas possible en fait, ça n'est pas normal, cette fameuse ligne rouge dont parle Denis Mukwege, mais vraiment, et que ça, on peut le faire à travers la lutte contre l'impunité, on peut le faire avec les cadres normatifs, on peut le faire avec tout ça, mais moi je crois qu'on arrivera à le faire vraiment d'une part avec la voix des personnes concernées et d'autre part avec un vrai travail de prise de conscience en fait que tous, chacun d'entre nous, il faut qu'on arrive à avoir que ce sujet ne devienne plus tabou, qu'on puisse en parler mieux et qu'on puisse vraiment tracer une ligne de se dire que ça n'est pas possible, comme ça n'est pas possible qu'une femme soit considérée différemment d'un homme, quoi. Et ça, on en est encore là. Donc, il y a un vrai travail de prise de conscience à faire. Ça, c'est un petit schéma très pas beau, mais que j'essayais de faire. Ouais, alors oui. Voilà. Donc, ça, on a une carte du monde qu'on met à jour un petit peu sur la situation des violences sexuelles dans le monde et de voir aussi à quel point ça concerne, bien sûr, ça sert à rien de le redire, mais quand même c'est important, tous les pays, toutes les cultures, tous les contextes, et que donc encore une fois, ça n'est ni une question de contexte, ni une question de religion, ni une question de culture, ni une question de je ne sais pas quoi. On le voit partout. Et ça aussi, c'est important de faire ce travail de plaidoyer et d'expliquer ce que sont les violences sexuelles. Après, avant de vous présenter un tout petit peu, oui, voilà, il y avait aussi, on a demandé de parler, voilà, comment en parler. Donc, en fait, la question aussi de savoir, c'est à qui on en parle. Pour ceux qui me connaissent un peu, par exemple, moi, je fais beaucoup de médias, et c'est vrai que je me suis aperçue que, en fait, il y avait une attente aussi de la part des médias d'en parler et de se dire comment on en parle en fait. Ici, on peut avoir des conversations entre nous, tout le monde, j'aime bien la question tout à l'heure qui est juriste, mais où en fait on peut se parler de tout ça. J'aime pas le mot vulgariser, mais voilà, comment on explique au niveau des médias, au niveau du grand public, au niveau aussi dans les pays, dans les contextes, on n'en parle pas de la même façon. Donc de réfléchir à comment on parle de ça et comment on communique mieux autour de ça et de manière plus accessible et de prendre aussi en considération voilà les contextes, le rôle des médias. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va parler de ça, qui je pense moi est extrêmement important, et je vois des projets sur le terrain qui sont géniaux, portés souvent par des survivantes qui travaillent avec les médias pour faire passer au niveau de la société et du communauté la question des violences sexuelles. Comme je ne sais plus du tout ce qu'il y a, voilà. Faire attention aussi, par exemple, des choses qui sont très importantes pour nous. La protection des victimes, des survivants. On sait qu'il y a quelque chose de très émotionnel autour des violences sexuelles. On sait aussi qu'il y a des victimes, et ça, je pense que le travail que fait la Fondation Mukwege, sans vouloir flatter, mais c'est vrai, est très important parce que il faut encadrer, et pas au sens contrôle, mais il faut encadrer les survivants, il faut les protéger. Et il faut faire attention à l'utilisation de l'émotion. Et il y a une chasse aussi des médias pour dire voilà, on veut. Je pense que tu as ça aussi. Moi, j'ai toujours les médias qui me disent et puis est-ce que par hasard vous connaissez une survivante qui pourrait témoigner? Bon, donc il faut arriver aussi à travailler autour de ça et faire extrêmement attention à ça. Et la deuxième chose, et on le vit un peu aujourd'hui, et je veux pas du tout venir là-dessus, mais vous comprendrez tout à fait de quoi je parle. Mais aujourd'hui, on rentre aussi dans une ère de communication totale avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de propagande, avec même sans propagande. Pardon, je parle peut-être très vite, non? Ça va? Ok.
Il y a beaucoup de propagande et donc il y a aussi, au-delà de la propagande, de la communication. Et en fait, la manière dont les choses que vous allez dire à un moment publiquement vont être twistées, retournées, je ne sais pas comment dire. Alors, il y a des sujets plus sensibles que les autres. Vous comprenez bien aujourd'hui que voilà, le conflit, ce qui se passe en Israël, par exemple, on voit bien qu'il y a un sujet très sensible. Il faut faire extrêmement attention à ça. Et donc, il faut être très factuel, clair, et aussi avoir conscience de cette espèce de manipulation. Donc ça, c'était un peu toutes les choses que je voulais dire. Ce que je voulais rajouter sur des points qui ont été faits ce matin, il me reste combien ? 3 minutes. C'est la question de comment on répond. On a beaucoup parlé, moi je viens de la justice pénale et pénale internationale. Mais je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important de comprendre, d'aller sur l'écoute de quoi ont besoin les victimes, qu'est-ce qu'elles veulent. Toutes les victimes, elles veulent pas aller en justice. Il y a eu des efforts qui ont été faits en termes d'impunité aussi. C'est quelque chose que je voulais dire dans les débats qu'on avait eus parce que voilà. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi de tout attendre de la justice pénale internationale d'abord et d'ailleurs de la justice pénale tout simplement. Alors, ne vous méprenez pas, bien sûr que je défends la justice pénale. Je viens de là, tout de même, d'abord parce que pour aller à un niveau pénal, il faut des auteurs, donc il faut des auteurs identifiés. La réalité sur le terrain, c'est que la plupart du temps, les auteurs, ils n'existent pas, et que, en tout cas, ils sont pas identifiés, et que moi, je rencontre beaucoup de personnes sur le terrain qui n'ont pas envie d'aller dans la justice, ou alors qui n'y vont pas tout de suite, qui vont pouvoir y aller après. Et donc, il faut réfléchir aussi à d'autres formes, parce que qu'est-ce que c'est la justice, en fait? C'est quoi fairness pour quelqu'un? Je pense qu'on vous prend dans la salle et on vous pose la question de quelque chose que vous avez subi et qu'est-ce qui serait une juste réparation pour vous, une justice, vous aurez absolument pas les mêmes positions. Donc ça, c'est, je pense, extrêmement important. Donc je crois profondément aussi, nous, on travaille sur ces questions de justice restaurative, de programme. On travaille aussi autour de se dire comment travailler avec les auteurs, enfin, de quoi on parle avec les auteurs. Quand on voit dans certains pays où les gens qui commettent des viols sont des enfants, qui sont des enfants soldats, qui ont été... C'est des sujets très complexes, en fait. Donc, comment on travaille autour de ça? Et je finis en 2 secondes sur Backup, puisqu'il a été évoqué. En fait, j'avais pas du tout prévu de parler de Backup, mais du coup, je peux vous montrer une petite vidéo. Donc, on a développé cet outil qui est basé sur 4 enjeux majeurs. En fait, on s'est aperçu sur le terrain qu'il y avait un manque d'accessibilité des victimes. Beaucoup n'étaient pas identifiées. Celles que vous entendez, elles sont là, mais moi, je dis toujours, pour une qu'on entend, il y en a 150 derrière. Le manque de coordination de professionnels, le manque de données dont on parlait. Moi, je pense qu'il y a un travail urgent à faire sur la question des données, de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé aux victimes, comment c'est arrivé, etc. Et le manque d'outils adaptés. Donc, nous, on a réfléchi à essayer de créer un outil. Backup, c'est un lien, en fait, avec un questionnaire qui permet soit aux survivants, aux victimes, soit à des gens extérieurs de répondre, de témoigner. Et en fait, pourquoi on a fait cet outil? Pour 3 raisons majeures. La première, c'est que ça permet à ces personnes, en fait, d'avoir une voix, en fait, de dire leur histoire, de dire ce qui leur est arrivé, et donc d'exister avec cette voix, sachant que tout ce qui est fait sur Backup vient à nous et n'est partagé avec personne d'autre. Il y a une garantie de confiance et d'indépendance. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ça permet aussi aux personnes de s'enregistrer, de se prendre en photo, de donner des photos, des certificats médicaux, etc. Donc de préserver pour nous, pour elles, des éléments qu'elles auraient, qui peuvent constituer des éléments de preuve, mais aussi parce qu'elles sont souvent dans des zones à risque où elles perdent. Moi, j'ai rencontré plein de femmes qui, en fait, avaient des certificats médicaux qu'après, elles ont perdus, par exemple. Donc, en fait, c'est répondre, comme disait Jérémy tout à l'heure, la Charles sur BSF, de dire, en fait, de répondre avec des choses très concrètes par rapport aux besoins qu'ils ont. Et tout ça arrive dans ce que nous, on appelle un back-office, qui est un outil d'analyse et qui récupère toutes ces informations, qui les analyse et qui nous permet soit de construire des plaintes, en fait, d'alimenter une plainte. Et c'est par exemple ce qu'on a fait sur la Libye, qui a abouti à une plainte en compétence universelle en France, qui est en instruction aujourd'hui, donc qui a été admissible. Soit de produire aussi des données simplement empiriques sur une situation, et ça c'est important, ou surtout ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec
souvent des enquêteurs, soit de la Cour pénale internationale, soit des avocats, soit, comme je disais, je crois quand je suis intervenue hier avec les enquêteurs de l'unité de crimes de guerre à Paris, où par exemple, ils vont travailler sur une enquête sur un terrain, ils vont nous dire, voilà, est-ce que vous avez des infos? Ils vont pouvoir rentrer dans le back-office un mot-clé, ils vont voir qu'on a des informations, et là, on va pouvoir revenir sur les personnes qui nous ont donné ces informations, et si elles le veulent, les mettre en lien. Ça a permis, par exemple, à des victimes d'arriver, de travailler de se retrouver en fait victimes enregistrées par la Cour pénale internationale ou collaborant dans des enquêtes préliminaires et qui n'avaient pas été identifiées. Donc l'idée de backup, c'est ça. Vous le verrez sur notre site, voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on a ce projet au Nord Nigeria pour tester backup en pilote sur la zone de Maiduguri du Nord Nigeria. Mais aussi de voir comment on peut du coup le rendre accessible offline, parce qu'aujourd'hui ça marche avec un 2G, c'est-à-dire un niveau très très bas de débit, mais on a quand même besoin de ce niveau. Il est accessible sur tablette, téléphone et ordinateur. Vous pourrez me poser plein de questions après, parce que je suis sûre que vous en aurez 10 000 sur ça. Et aujourd'hui, on est sur une phase pilote. Donc, on a fait ce qu'on appelle un proof of concept 2019-2021 sur différentes zones. Et aujourd'hui, on est en phase pilote, donc au Nord Nigeria, où on est en train de commencer, au Kasaï, au Panama, dans la jungle du Darien, et j'oublie, en Libye, en Guinée-Conakry et au Burundi. Donc, actuellement, c'est là. Et l'idée, c'est qu'à partir de 2025, on puisse avoir éprouvé un maximum le fonctionnement de backup et de pouvoir le déployer ensemble. Et je vais m'arrêter là. Et l'idée, bien sûr, ça nous permet de coordonner. C'est pour ça que nous, on est très intéressés. On est très heureux du partenariat avec Bibliothèques sans frontières. On est très heureux de travailler à beaucoup avec la Fondation Mukwege et encore plus dans le futur, parce que l'idée, en fait, c'est, je pense que c'est hyper important qu'on se coordonne un maximum, qu'on travaille ensemble un maximum et qu'on ait des silos comme ça. Parce que backup, en fait, il va permettre, par exemple, de coordonner l'assistance. Une personne va demander l'assistance. On est en partenariat avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, et on va pas produire cette assistance médicale. Par contre, on va s'assurer qu'elle est produite. Donc, en fait, c'est du referral. On va permettre aux victimes d'être référées dans les services qu'elles ont besoin. Vous pouvez choisir, je suis une victime, je suis pas une victime. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas victime aussi peut amener des informations. On a aussi voulu distinguer parce qu'on a des cas aussi de victimes, par exemple, qui vont être avec une ONG ou qui vont être avec leur famille et qui vont faire ce signalement avec elles. Donc, pour nous, c'est important qu'on sache que, par exemple, quand une victime le fait toute seule ou quand elle est accompagnée, c'est un élément qui est important pour nous. Donc voilà, ça vous verrez au fur et à mesure. L'idée aussi, c'est que après, on l'adapte dans toutes les langues. Donc, tu parlais des contextes, c'est qu'on travaille autour de la culture aussi. On l'adapte en langue locale. Et quand je dis on adapte en langue locale, c'est qu'on travaille au-delà de la traduction, qui est la première chose évidemment, mais on travaille avec les gens sur place parce que, par exemple, au Kasaï, je prends l'exemple du Kasaï, dans les communautés, il y a des formulations qui ne se disent pas ou qui posent problème. Donc, on va travailler le questionnaire avec les communautés pour pouvoir répondre exactement à leur cadre en fait de langue et de manière d'exprimer les choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, c'est pas là, vous pouvez voir. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Bon, en fait, je crois que ça s'arrête bientôt. Donc là, oui, on peut montrer en fait, on nous a, oui, parce que l'autre chose, c'est que Backup a été développé pendant 3 ans avec des survivants, avec des OSC dans plusieurs pays. Donc tout ça, le graphisme a été fait par une survivante de viol syrienne et donc c'est un outil qu'on a construit avec eux tout en étant sur de quoi on a besoin comme information et ce qui était pertinent pour eux, ce qui était facile aussi pour eux de faire ou pas facile de faire. Et là, l'histoire du bonhomme qui est très laid et donc il faut absolument qu'on trouve autre chose. C'est de pouvoir montrer où elles ont mal, où elles sont blessées. Et donc, ils voulaient avoir un système où ils puissent le montrer. Et puis après, bien sûr, ils peuvent aussi s'enregistrer et ils peuvent faire des vocaux. Ils peuvent, ça je l'ai déjà dit, mais ils voulaient pouvoir montrer où ils étaient blessés. Donc, en gros, c'est ça. Après, je pensais que ça durait aussi longtemps. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir de plus en plus développer cet outil. Ce qu'on va faire aussi dans le cadre du coup, je termine là-dessus, dans le cadre du projet avec Bibliothèques sans frontières, c'est d'une part de regarder l'accès offline et d'autre part de développer une fonctionnalité informative
puisque aujourd'hui, Backup est un outil de signalement. Donc, en fait, les gens nous donnent leur témoignage ou racontent ce qui leur est arrivé ou racontent ce qu'ils ont vu. Mais au fur et à mesure, notamment les Ukrainiennes, elles nous ont dit, bah oui, mais nous, on aimerait bien aussi avoir de l'information. Et qui plus est, quand tu te trouves dans une zone, comme ça a été l'Ukraine, dans les zones occupées russes, où en fait, il n'y a pas d'accès. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont subi des viols à un moment, elles arrivent à communiquer, mais elles ont accès à rien, puisque la zone est toujours occupée. Elles nous ont demandé au départ, par exemple, des tips, je sais pas comment dire autrement, de qu'est-ce qu'il faut faire quand je viens de subir ça, est-ce que préserver mes vêtements, ça sert à quelque chose, donc des choses comme ça, et puis aussi de l'information, justement, de l'accès aux droits. Alors, on peut être géolocalisé aussi. Évidemment, il faut avoir un réseau et un smartphone. Je continue de parler parce que le truc, il se fait, mais je peux m'arrêter. Je m'arrête ici. Voilà, ça peut s'arrêter. Je crois que de toute façon, ça s'arrête. Voilà, merci beaucoup, pardon. Je vais profiter de la vidéo. Merci beaucoup, chère Céline, pour cette présentation qui montre vraiment un volontarisme et un pragmatisme en matière de sensibilisation, de communication, de témoignage, avec cette spécificité, je pense, sur laquelle on n'insistera jamais suffisamment, du viol dans les conflits armés, quelles que soient les catégories de conflits, ou dans la conséquence des conflits, que ce soit les flux migratoires, effectivement, ou la traite des personnes aussi, tout à fait. également. Et le manque d'études mondiales sur la question. Donc ça, c'est une thématique qui nous parle beaucoup à l'université, ce manque d'études mondiales sur la question, parce que on peut penser que à l'université, nous pouvons être un lieu de rencontre entre les différents niveaux, acteurs, et favoriser la création d'un réseau peut-être d'observation. Donc cette prise de conscience et de travail collectif est importante. Je vais immédiatement passer la parole à Gianluca Berruto, qui est le secrétaire général de l'IIHL, notre partenaire, de l'autre côté de la frontière. Moi aussi, je veux bien évoquer je prends cette occasion aussi pour évoquer que la collaboration que l'Institut international des droits humanitaires a avec l'Université de Nice, en particulier avec l'Institut de la paix et du développement, remonte à il y a presque 20 ans. Et c'est parmi les collaborations que l'Institut, enfin moi personnellement je tiens beaucoup, l'Institut a parmi les plus fructueuses et puis aussi productives, je pense. Et donc c'est aussi pour ça que je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je vais faire mon intervention en anglais. Je pense de maîtriser un peu mieux l'anglais écrit, moi je ne sais pas. En tout cas, considering how the existing international legal framework, its perspectives and many other aspects has been already very much debated by many distinguished practitioners during the previous session, I would like to now bring your attention on one specific aspect on this topic by presenting the experience of the International Institute of Humanitarian Law as an implementing partner of initiatives aimed at fostering knowledge and enhancing awareness on the issues of conflict-related sexual violence and other forms of gender-based violence in situations of armed conflict. First of all, I would like to briefly introduce you on the work carried out by the Institute, which laid down, once more, the importance of dissemination and training on international humanitarian law, which is the legal framework of main reference for conflict-related sexual violence and gender-based violence in armed conflict. The activity of the Institute is deeply rooted in the approach drawn by the 1949 Geneva Convention and its additional protocols, in which active dissemination and training are meant as preventive instruments both in peacetime and during armed conflict, and in light of this, set as an obligation for each state party. In this regard, it is relevant to stress that all the Geneva Conventions
use almost identical wording to affirm the mandatory nature of the active dissemination of their texts, not only through pure awareness-raising activities, but also, and most importantly, by promoting their study in the military and wherever possible civilian settings. This public responsibility is, moreover, even consolidated by the third 1949 Convention, focusing on the status and treatment of the prisoners of war, which requires not only the comprehensive acknowledgements of its provisions by the guarding military and civilian personnel, but also their posting in places where the same prisoners of war are allowed to read them. Thus, complementing the Geneva Conventions with the 1977 additional protocols that respectively enhance and expand the training obligation for the parties, it is certainly not undue stating that the Sanremo Institute mission is nestled in the legal duties of states under the main IHL international instruments. Now, let me spend a few words on the International Institute of Humanitarian Law, especially for those who are not aware of its existence, which is a quite unique non-governmental institution, which is known in the world as the Sanremo Institute, which is not far from here in Italy. The Sanremo Institute is an independent, no-profit humanitarian organization established in 1970 in Sanremo, Italy, by a group of international lawyers in a period which the international community was somehow starting to launch new diplomatic initiatives aimed at further developing international humanitarian law through the adoption of new binding multilateral instruments. The main purpose of the Institute was identified in the promotion of international humanitarian law, and then later on expanded to international human rights law, refugee law, migration law, and many other related issues. Its mission is implemented by the organization of training programs, roundtables, thematic seminars, and international gatherings addressed to national and international practitioners, military officers, diplomats, and academics coming from the different regions of the world. During more than half a century of activity, the Institute has built a global reputation as a center of excellence in the field of training and dissemination and research of IHL and human rights, thanks to the organization of hundreds of initiatives that involved more than 30,000 participants coming from 190 countries. Over the decades, such a commitment also contributed to what is nowadays recognized worldwide as the humanitarian dialogue in the spirit of Sanremo, the Esprit de Sanremo, as well as to the establishment of close collaboration with the most important international organizations dedicated to the humanitarian cause, such as the United Nations High Commissioner for Refugees, the International Committee of the Red Cross, the International Organization for Migrations, and many other institutions such as the International Federation of the Red Cross, and more recently also the Organization for Security and Cooperation in Europe. And it is also based on this wide portfolio of partnerships involving different kinds of organizations that the Institute has been able to foster attention on the crucial issues of the gender-related violence occurring in the event of armed conflict. Since 1976, the Sanremo Institute has offered training programs specifically tailored for military personnel coming from the different regions of the world, aimed at enhancing their knowledge of IHL. In the last years, within such courses, the Institute has always started to devote special attention to the gender-related aspects of military operations. This topic is indeed regularly included in the annual training program, both integrated into foundation courses and specialized training activities, such as advanced courses, thematic programs, seminars, workshops, and conferences, which we organized in several languages: English, French, Spanish, Arabic, and also Russian and Chinese. The interest and the commitment of the Institute to the gender perspective and its integration in military operation was not limited to institutional activities. From the adoption of Resolution 1325
which, as you know, is the landmark resolution on women, peace and security by the UN Security Council, and through the several follow-up occurred between 2008 and 2019, we intensified the efforts in this field, also relying on the increasing interest over the years of the Italian government. It is a fact that in this domain, Italy proved a firm commitment by supporting both Resolution 1888 and 1889 of 2009 of the Security Council, focusing on sexual violence in armed conflict. In operational terms, Italy's commitment resulted in the development of different national action plans for the implementation of Resolution 1325. Is a broader tool to strengthen and coordinate efforts to protect the rights of women, children, and the most vulnerable groups in our conflict. It is in this framework of national action plans, particularly the third one from 2016-2020, that the Sanremo Institute developed its first activity, having its core objective the promotion and the integration of the gender perspective and all its aspects in the event of armed conflict. In 2017, the Italian Ministry of Foreign Affairs funded the first of a series of projects with the objective of raising awareness on this subject. And within this framework, the Institute constituted an advisory board on training in gender issues, which included several outstanding international experts with different professional backgrounds, military, humanitarian, and academics, and coming from different regions of the world. And this advisory board was tasked with organization of a series of international workshops and eventually developing a model for training on this topic. The first project was the preamble. This first project was the preamble of a wider work envisaged for the advisory board, which later on was tasked to draft the guidelines for a specialized handbook on the topic to be developed during a second project covering the period 2018 and 2019. It was in this period that the Institute drafted and published the Sanremo Handbook on integrated gender perspectives into international operations, a training manual developed by practitioners and addressed military and civilian professionals, which has been translated into 6 languages: Arabic, English, French, Italian, Russian, and Spanish. The handbook, also known as the Sanremo Handbook on Gender, became a reference text for many professionals, particularly due to the different aspects of gender-related violence addressed through its 8 chapters. Ranging from the issue of conflict-related sexual violence to the sexual exploitation and abuse phenomenon, the gender-related aspects of detention, the gender connotations of trafficking human beings, and the ones of terrorism. The handbook also promoted the positive role of women in peace-building processes, advocating for their deeper involvement in the path toward peace of societies strongly impacted by violence and conflicts at different levels. Based on this outcome, the Institute in 2019 and 2020 developed a pilot training course on the implementation of this handbook with the objective of testing its applicability and highlighting its value at the global level. Due to the COVID-19 outbreak and all following restrictive measures, I think that we all have memories of this, the training had to be delivered online between October and November 2020. The special course on the application of the Sanremo Handbook on Gender, this was the course, the pilot training course that we organized, proved once more the resilience of the Institute and the success of its training initiatives by granting the participation of 57 military and civilian practitioners and resulted very effective. It was delivered in both English and Spanish and included both synchronic interaction with high-level experts and self-paced sessions to assess competencies and autonomously delve into the topic. Last year, 2023, we decided to offer again this course, this time in partnership with the Gender Issues Program of the Organization for Security and Cooperation in Europe, in the office of the OSCE Secretary General. We decided to call it Course on Integrated Gender Perspectives into International Operations, Armed Conflicts, and Other Crisis Scenarios.
The new edition of this course integrated the subjects addressed by the handbook and the pilot training course, with a fresh pool of experts, presented most recent case studies and legal developments, as well as the latest best practice implemented on the field by different actors. And I was very, very glad to meet today Paulina Massidda, who was one of our key facilitators in this course. So, which means that actually, as I said before, cooperation is always one of the key factors for the success of this initiative. A further addition of this last edition of this training course was an interactive workshop on women's engagement in peace processes and integration of gender perspectives in peace building, which offered the opportunity of direct interaction between the participants and a group of globally renowned women to promote the involvement of women in the harsh path to peace. Now, to conclude, let me say that I'm proud to affirm that the impact of armed conflicts on gender issues is one of the priorities of the Sanremo Institute. And this year, we are going to offer again this course in the period October-November, once again in collaboration with the OSCE. And it is also for this reason, too, that I'm sincerely glad to take this opportunity to invite all of you to the Institute whenever you want, to keep up the momentum on an issue of utmost importance as the one which are discussing during these days. Donc, merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Gianluca, pour cette présentation dans un temps très bref des multiples activités de l'Institut dont nous avons pu être témoins depuis c'est presque 20 ans de collaboration, des formations qui ont bénéficié à nos étudiants, plus de tous les élèves et étudiants accueillis par l'Institut, les fonctionnaires, les militaires, etc. Je dois dire que par-delà ces enseignements très théoriques, il faut vraiment souligner que l'Institut de Sanremo a développé des pratiques pédagogiques extrêmement concrètes, des mises en situation qui, notamment pour le thème qui nous réunit dans ce colloque, sont particulièrement importantes et efficaces. Donc on est vraiment là dans le cœur de ce panel, de cette table ronde, sur des outils très pragmatiques qui s'inscrivent dans le cadre juridique, institutionnel sur lequel nous travaillons depuis le début de nos travaux. Je vais maintenant immédiatement donner la parole à Jocelyne Milandou-Kanza, que je ne vous présente pas puisqu'elle a déjà pris la parole à plusieurs reprises, mais je vais tout de même préciser néanmoins qu'outre sa qualité de magistrate au Congo, Jocelyne Milandou-Kanza a également une activité dans le cadre de la société civile, d'organisations non gouvernementales, notamment elle a la présidence de l'association des femmes juristes du Congo, qui a tissé des liens avec d'autres associations de femmes juristes, françaises notamment, représentées ici. Et Jocelyne est également coordinatrice donc du réseau national de lutte contre les violences basées sur le genre. Et elle va évoquer et présenter ici rapidement pendant ce quart d'heure un programme qui est extrêmement vaste de réinsertion sociale et de rôle des médias. Il en a déjà été un peu question de ce rôle important des médias dans l'amplification de la voix des victimes et la sensibilisation des violences basées sur le genre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais avant toute chose, je tiens à saluer Madame Pramilia Paten, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Je tiens également à remercier Monsieur Jean-Christophe Martin et son équipe qui qui a accepté de m'inviter ici et surtout qui m'a reçu avec beaucoup d'hospitalité. Je crois que je dois également présenter tous mes remerciements à BSF. Ah, il n'est pas là, Jérémy. Et mes remerciements également à l'Université Côte d'Azur, à l'UNESCO et en tout cas à tous ceux, je ne vais pas oublier l'Institut de la paix et du développement, dirigé par notre ami. Alors je disais que c'est un plaisir pour moi de me retrouver à Nice à ce colloque, parce que je pense que c'est vraiment le colloque du donner et du recevoir, d'autant plus que nous intervenons essentiellement dans l'intérêt des victimes des violences sexuelles. Alors, les violences sexuelles dont il s'agit, on ne le dira jamais assez, sont une grande et grave violation des droits humains et causent d'importants dégâts qui affectent négativement les survivantes. Ces violences s'amplifient en période de conflits armés car elles sont utilisées comme armes de guerre pour terroriser et déstabiliser la population, mais aussi pour affaiblir l'adversaire. En raison de la récurrence et de l'intensification des conflits armés dans le monde, ces violences constituent de plus en plus une réelle menace pour la paix mondiale, la quiétude et la sécurité internationale. Alors, bien qu'elles touchent les populations civiles indifféremment, hommes et femmes, et même les militaires aussi, quoique soldats subissent également des violences sexuelles, en tant que personnes réfugiées ou directement menacées, artisanes de la paix, activistes, journalistes et défenseurs des droits humains, en fait, tout le monde y passe. Et les violences sexuelles en zone de conflit frappent les femmes de manière disproportionnée, subissant ainsi le viol, l'esclavage sexuel, le mariage forcé. Et la grande difficulté, c'est que ces actes sont souvent impunis du fait de l'inexistence ou de la faiblesse de mécanismes de signalement, de sanctions et de protection. Ceux qui sont passés avant moi l'ont dit, mais ne dit-on pas que la science est la répétition est la meilleure des sciences. Et donc, ces personnes, justement, étant stigmatisées, elles sont découragées, je parle des victimes, qui, bien entendu, pratiquent malheureusement l'omerta. Alors, plusieurs initiatives ont été entreprises au plan international dans la prévention des conflits et le maintien de la paix, comme toutes les résolutions adoptées par les Nations Unies. Je fais allusion notamment à la résolution 1325, à la résolution 1820 en 2008, qui reconnaissent que les violences sexuelles sont véritablement des armes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors, il m'a été demandé de parler de la réinsertion sociale et la mise en relief du rôle des médias dans l'amplification des voix des victimes et la sensibilisation à la violence sexiste. En effet, la réinsertion est l'une des premières mesures pouvant permettre la réparation des victimes de violences qui, bien souvent, se retrouvent désemparées. En République du Congo, Congo-Brazzaville, mon pays, plusieurs initiatives ont été entreprises au sortir des guerres civiles que le pays a connues. En particulier, la guerre du 5 juin 1997 et celle dite du Poul. Alors, le Poul est un département du Congo situé dans le sud du pays. Donc, en 1998, c'était vraiment des crises récurrentes à répétition. 98 à 99,
2016 à 2017. Donc, il s'agit entre autres de la création du programme dit démobilisation, désarmement et réinsertion, en sigle DDR, en 1999, puis en août 2018, pour le cas spécifique du département du Poul, du comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo en 2001. Je n'insisterai pas sur cela. Nous avons eu le bonheur d'avoir ce matin Monsieur Pierre Saligon, je crois, qui est là et que je salue en passant parce qu'il connaît le Congo-Brazzaville pour y être venu et il est venu justement travailler sur cette période. Alors, en 2001, le Congo a mis en place le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants avec un appui financier de près de 5 millions de dollars de la Banque mondiale, mettant en relief un programme qui visait à permettre aux ex-combattants de lancer leurs propres projets individuels ou collectifs dans l'optique de créer une activité lucrative basée sur leurs aspirations personnelles pour plus de succès. Mais ce programme n'a pas été concluant et donc une commission nationale de plus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion a été créée en septembre 2003 et encore un autre programme a été lancé ensuite en octobre de la même année, cette fois-ci financé par les États-Unis pour mettre en œuvre un partenariat entre quelques ONG locales, le Haut Commissariat et certains maîtres artisans qui avaient accepté de former les jeunes, qui finalement étaient devenus des jeunes désœuvrés, à la menuiserie, la maçonnerie, la soudure, l'électricité, le bâtiment, la plomberie, la mécanique, auto, la ferblanterie, la forgerie et la couture. Donc ainsi, 350 jeunes avaient été sélectionnés, dont 27 filles seulement, sur une liste de 624 candidats. Alors, en outre, face à la récurrence des crises politiques dans le département du Poul, le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants a été renforcé en août 2018 par la création du programme du désarmement, démobilisation et réintégration pour le dit département à travers la signature du document programme entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Il faut gagner du temps, donc il y a des choses que je ne vous dirai pas, qu'on pourra dire dans le débat. Alors, la réinsertion sociale des victimes des violences sexuelles en temps de guerre est un sujet plus que préoccupant, tant les personnes survivantes subissent de la part de la communauté qui les entoure des comportements indignes à leur égard, les méprisant, les dédaignant, les rejetant, surtout lorsque des enfants naissent de ces rapports sexuels imposés, fruits donc de ces viols. Alors, ces dernières victimes ont besoin d'un soutien social et économique pour se réintégrer dans la société et se sentir considérées et respectées. Cette réinsertion sociale, est donc un processus systématique qui cherche à corriger et à modifier tous les éléments qui ont pu contribuer à la perte des repères, permettant ainsi aux victimes de retrouver une dignité relative, de trouver un travail, de renouer des liens sociaux afin de retrouver une autonomie personnelle et professionnelle. Alors, l'expérience de la République du Congo en matière de réinsertion des victimes de guerre a débuté en juillet 2000 dans les départements de la Bouenza et de la Lekumu et du Niari. Tous ces départements que je cite, ce sont des départements du sud du Congo, au sortir du conflit armé du 5 juin 1997. L'Organisation internationale des migrations avait mis en œuvre, en partenariat avec une unité de gestion des projets du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, un programme en faveur de la réinsertion des ex-combattants qui avait permis le ramassage de 11 114 armes échangées moyennant 250 000 francs CFA l'unité pour un total de 8009 miliciens réinsérés dans la vie active, soit un coût global de 4,5 millions de dollars pour la période 2001-2002. Il s'agit d'une opportunité qui a été offerte aux communautés du département du Poul et des autres départements du Sud en matière de relèvement communautaire et de relance des activités économiques et agro-pastorales pour un département qui fut pourtant l'un des principaux greniers du pays.
Ici, de rappeler que depuis la signature de l'accord, beaucoup d'actions ont été menées, parmi lesquelles le ramassage des armes, le profilage de près de 6000 ex-combattants, la mise en place de comités de dialogue et de réconciliation dans les 13 districts et les 2 communes du département du Poul, la libre circulation des biens et services et des personnes, la relance d'activités génératrices de revenus ou encore l'exécution de projets agro-pastoraux, ce qui a contribué et continue de contribuer à la préservation du climat de paix, de sécurité et de sûreté dans ce département. Par ailleurs, et toujours dans le souci de la réinsertion des victimes des violences, une loi qui est vraiment tombée à point nommé pour les victimes de violences, la loi 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes, dite encore loi Mouebara, prévoit en ses articles 30 et 31 la création de centres pouvant offrir aux femmes la sécurité nécessaire à travers la mise en place d'espaces d'écoute, d'information et de formation. Bon, pour l'heure, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais lorsqu'elles seront réunies, il est évident que cela constituera un début de solution pour les victimes des violences. L'Association des femmes juristes du Congo, AFJC en sigle, a donc un centre d'aide, l'association que j'ai le bonheur de présider, a un centre d'aide et d'assistance juridique qui reçoit, écoute, conseille et oriente les usagers de manière générale et en particulier les femmes victimes, les femmes et les enfants victimes de violences. Nous avons également un agrément pour les accompagner en justice lorsque les financements le permettent, parce que c'est un obstacle aussi à la réinsertion, le manque de financement, étant entendu que la plupart des personnes victimes de violences sexuelles sont des personnes dont l'indigence est avérée. Des partenariats solides devraient être noués afin de matérialiser toutes les initiatives salvatrices que mènent les associations en faveur des violences et de ce fait, les médias sont d'une importance cardinale. Le gouvernement congolais a mis en place des programmes d'autonomisation des femmes rurales et autres, notamment les agricultrices, parce que bien souvent, elles sont dépendantes de conjoints ou de compagnons, malheureusement, décédés en temps de guerre. Les médias ont un rôle dans l'amplification des voix des victimes et la sensibilisation à la violence sexiste. La voix des survivantes se doit d'être entendue afin que leur soit apporté le soutien nécessaire et le remède le plus efficace contre les violences demeure la sensibilisation. Pour ne pas parler de vulgarisation, disait Cécile. La sensibilisation et encore la sensibilisation de tous et de chacun. Mais pour que cette démarche soit efficace, il lui faut absolument un amplificateur qui permette d'atteindre les communautés vivant dans les coins les plus reculés. Et grâce à l'acquisition d'éléments de langage appropriés à travers les formations, les renforcements de capacités, les médias demeurent incontournables dans ce processus, les violences étant multiformes. Elles sont physiques, elles sont psychologiques, elles sont économiques et j'en passe. En République du Congo, il y a près d'une centaine d'acteurs, des médias, presse écrite, presse en ligne, radio, télévision, qui se sont regroupés au sein d'une structure dénommée Groupe des journalistes pour la paix, présidée par Madame Nathalie Fundou, journaliste à la chaîne nationale, dans l'optique justement de faire la promotion de la culture de paix dans les médias. À ce titre, ce groupe travaille en collaboration avec les associations de défense des droits de l'homme et organise régulièrement des émissions sur les violences en langue nationale, en français et autres. C'est ainsi que l'Association des femmes juristes du Congo, afin de rendre visibles ses actions, collabore avec les organes de presse pour la diffusion de ces activités, notamment les campagnes de sensibilisation de proximité qui sont relayées dans les médias locaux et les réseaux sociaux, les parutions d'articles de presse, des articles qui sont écrits par des femmes juristes. Nous avons eu à mener une campagne qu'on appelle la campagne Tosala en 2021, fruit donc du partenariat entre le ministère de la Santé et de la Population, le ministère de la Promotion de la Femme
et de l'intégration de la femme au développement, l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne et l'Association des femmes juristes, bien sûr. Et toutes ces actions ont permis de redonner confiance à certaines femmes victimes. Et ces actions ont également expliqué aux femmes qu'elles devaient réagir et se battre pour leur bien-être, parce que personne mieux qu'elles ne pouvait les aider à atteindre justement ce bien-être. Alors c'est le lieu de souligner la nécessité impérative de mettre les médias en mouvement pour la réussite de la lutte contre les violences en général, les violences sexuelles en période de conflit en particulier. En définitive, je vais chuter. Je sais pas combien de temps il me reste. Le colloque... Oh ben ça va. Je me réjouis. Je m'en réjouis. Le colloque de Nice est une opportunité appréciable. Je ne cesserai de le dire aux organisateurs, Monsieur Veil, Monsieur Martin et tous ceux qui ont aidé cela. Je dis donc que le colloque de Nice est une opportunité appréciable offerte aux sachants pour échanger autour de la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés et au-delà, en appeler à la conscience. C'est peut-être prétentieux, mais je crois que chacun de nous ici, nous représentons une partie de l'humanité. Donc, on appelait à la conscience de l'humanité tout entière sur la nécessité d'instaurer et de consolider la politique du dialogue afin d'éviter autant que possible ces conflits devenus récurrents et qui occasionnent des violences sans précédent aux conséquences lourdement désastreuses et presque indélébiles. Nous osons croire que tous les pays du monde ici représentés trouvent l'occasion de faire un véritable état des lieux de toutes les violences faites aux femmes afin de mettre en place des mécanismes nécessaires pour éradiquer ce phénomène au niveau local, national et international, et faire en sorte que les auteurs de ces violences soient identifiés, interpellés, traduits en justice et condamnés. La sanction pénale contribue au relèvement des victimes et à leur réinsertion. Donc, mesdames et messieurs, nous avons le bonheur d'avoir en notre sein dans cette assemblée Madame la secrétaire générale des Nations Unies, qui se bat d'ailleurs énormément sur les questions de violences faites aux femmes, les violences sexuelles. Je lance un appel, c'est celui d'unir nos efforts pour prévenir et mettre fin à ces conflits, parce que guérir les victimes des violences sexuelles, surtout en période de guerre, est une action salvatrice, parce que les personnes survivantes sont malheureusement impactées négativement à vie. Je vous remercie. Merci Madame pour cette intervention qui met en lumière la spécificité à la fois de la réinsertion et de la sensibilisation dans la situation des violences sexuelles. La réinsertion dans ce domaine, ça n'est pas la même que celle, par exemple, des enfants soldats. Donc on a vraiment un cœur de travail et de développement de stratégie et d'action qui est tout à fait particulier. Je vais donner immédiatement la parole à Madame Catherine Coppens, donc de la Fondation McVicker. Merci. Thank you, Anne. I think it's both an honor and a challenge to be the last speaker of the last panel of a very interesting but engaging day. So I hope you can bear with me and with us, as I think it's an important panel to try to bring issues together. I talked to you about holistic care, the mission of the Mukwege Foundation in the previous panel, and I mentioned that in our theory of change and strategies,
next to providing holistic care, working in a survivor-centered manner, give a voice to survivors through a global network and national networks. The third strategy is to make sure this issue is high on the international agenda and that real change is made. So that's what I want to share with you now. Starting, otherwise it might turn into a depressive ending of a fair, for the West, I think, great gathering. I would like to acknowledge that, and I think it's mentioned by many throughout the days, that the issue of conflict-related sexual violence is talked about more. The need to talk about it even more continues. But numerous international conferences are organized to specifically discuss conflict-related sexual violence at the EU level, the UK level, the G7, the UN. There's various UN Security Council resolutions, as also mentioned the first day by the special representative, the establishment of the office of the SRSG. The Rome Statute was discussed yesterday as well. Other jurisprudence of the ICTR, ICTJ, it's clear that CRSV constitutes a war crime, a crime against humanity, and it can even be an element of genocide. I think a symbolic value is also the award of the Nobel Peace Prize to both Nadia Murad and Dr. Denis Mukwege, which also allowed the issue of conflict-related sexual violence to be further given attention. Yet, as we also discussed, sexual violence persists in most of the conflicts today: DRC, Ethiopia, Myanmar, Haiti, Sudan, Ukraine. The other, I think, very frustrating point for all of us working in this field is, despite the increased knowledge, despite the tremendous courage of survivors to speak out, hardly ever strong, timely response is taken by both national states or the international community. And what we discussed as well, impunity remains the rule rather than the exception. So, for that reason, together with Dr. Denis Mukwege as the Mukwege Foundation and many others, we have a strong sense that more needs to be done, based on the notion that CRSV, as it's planned, it can be prevented. And it's unacceptable as a tactic of war. It's codified in many, many of the documents. And the Red Line Initiative aims to have this clear moral rejection and an outcry, because sometimes even, among survivors, NGOs, legal, it becomes so big that it's difficult to remain outraged. As part of this, the legal obligations, and again, I think this resonates well with this audience, the legal obligations play a very important role, both in the prevention as the response, but also in the moral outcry, as the narrative is clear, it's prohibited, it should not happen. To make that, get that more robust response from states, we need, and we believe we need to create more of a moral outcry in the public. And I think that's where your work comes in, the work of many of us, to continue to call for this outcry. And then, because we know as well, political will doesn't fall from the sky. No? Political will is something that we all need to fight for. As part of the earlier discussions, we were discussing whether the analogy with a sexual violence used as a weapon of war triggered an analogy with the landmine campaign, in the 80s and 90s, where around the outcry, the shock that landmines were causing so much unnecessary and preventable human suffering, it was used as a weapon, and it created a global alliance with physicians,
lawyers, others, to really say, let's have an explicit call. And ultimately, the Ottawa Convention was created. So according to that analogy, we felt, let us explore if a holistic convention against the use of CRSV with clear obligations would be the right way to get that energy around it. So we started with research, and I think what you all know better than anybody else, there is an abundant set of obligations in various treaties, IHL, human rights treaties, UN Security Council resolutions that already have a clear prohibition. We also felt, given the current political climate, trying to create this holistic convention might become a super long process, and it had the risk of not able to reach the next level, but even maybe lead to a further decrease of the generally accepted norms. So what we felt is some of the gaps is, and we saw it, I think, interestingly in the presentations of yesterday, that many of the legal practitioners and scientists and lawyers look at it from their own specific angle. So if you're interested in terrorism, you will try to see if CRSV fits the anti-terrorist law. If you're a humanitarian lawyer, you will focus on CRSV prohibition under IHL. If you're a children's advocate, you will look at the Convention of the Rights of the Child. So there's so much, but it's nowhere to be found in a comprehensive document. It's also what we saw very positively, an area of law that's rapidly developing, both at jurisprudence, at international courts, regional courts, but also in human rights commissions, African Union, Organization of American States. So it's definitely an area of the law that's in progress. This all makes it super complicated, unfortunately, particularly for the non-lawyers, for civil society organizations, the survivor themselves, to know what is the state of law, what are the obligations, and what can I hold my state or the international community accountable for. The other issue, which, and it was also clearly flagged by the SRSG and others, although the international obligations stand, we see a real gap in national implementation. So based on this, we felt, and I think we underestimated the work, but that was a good thing, otherwise we probably would have never started. Let us try to put everything that's relevant for state obligations in the field of CRSV in one comprehensive guidebook. And it's now called the Guidebook on State Obligations for Conflict-Related Sexual Violence. What does it cover? We really try to look at international humanitarian law, international human rights law, and the UN Security Council resolutions. And for each of these areas of the law, the guidebook sets out how CRSV is defined within that specific legal framework, what legal instruments bind states. For instance, for the international human rights law, you can think of many, many treaties. The Convention Against Torture that was mentioned already, the Convention on the Protection of the Child. So each of these conventions have specific references, but some might frame it differently. But that intersectionality will and does provide a much stronger body of law than if you look at the different individual treaties. And last but not least, also for each of these different bodies of law to make clear how they're enforced, monitored, and how either individuals, NGOs, or other states could access these monitoring mechanisms.
And then we looked at 4 elements. And I think it's important that state obligations exist both for prevention, and that's clearly also linked to the presentation of Lindsay before, justice, accountability, humanitarian response, and reparations. Who do we hope the guidebook will be useful for? And I think it has 3 key target audiences. One is states, and here I would like to make a bit of a difference that states are not as monolithic as we sometimes feel. So within states, there's willing states that might not have the understanding of what their legal obligations are and how that would translate in their national legislation. Within states, there might be willing policymakers that would be able to use the guidebook to build a stronger case to improve. We also hope that this will be a useful tool for civil society organizations to better understand both the international obligations, but also be able to translate that into what their national legislation should look like. And last but not least, for survivors of CRSV, survivor networks, survivor activists, to also have an easier reference to the state obligations. And where can you access, and I had the idea, but I don't think I will do it. I will just want to say there's cards here. If you didn't get one yet, please pick one up and you can find the link to the guidebook, and I invite you to scan through it, see what it means, etc. One request, there is a link on it, essential readings. So if you are either, published yourself a document that you find relevant, please let us know. We're very happy to add, or if you're aware of other documents that can be relevant, we're super happy to add. What have we done so far? So we finished it. We launched it in April 2023. We felt it important that the different legal community, civil society organizations are first instance aware of the existence of the guidebook. So we had a launch in June around the Human Rights Council Week in Geneva. We had a launch in New York around the open debate on conflict-related sexual violence. And in Nairobi, end of the year, we launched the guidebook with a specific focus on the African Charter. So far, I think the guidebook has received very positive feedback, not least by Pamela Patton herself. Survivors also find it an important tool as it enables them to not talk on a needs basis, but will enable them to talk more on a rights basis and an obligation basis. What are the next steps? So at the moment, we're working on making the guidebook more accessible. So it will be translated, we upgrade the guidebook, we will work on different search terms, and we hope to work further with Bibliothèques Sans Frontières to also see how with some of their tools we can, when we go to countries to do workshops, maybe have the Cajou or the ID box to really see how if there's opportunities to work together. So at the moment it's focused on making it accessible, more accessible and translate. And then we hope from, say, April for the coming years to really identify countries, do pilots to work with states, civil society and survivors to see how based on this we can do a gap analysis. Hopefully also work together with a team of experts on the model national legislation, which can be really a combined effort. So the aim is really to make it as practical and useful as we can. And again, thanks for your attention, and I hope you...
Merci, chère Catherine. Cette intervention qui est pleine de confiance dans le cadre juridique. Alors, nous avions commencé par ce cadre juridique. Nous terminons aussi avec ce guidebook qui rappelle aux États notamment leurs obligations qui s'inscrivent dans le cadre de l'article premier commun des conventions de Genève. Je voudrais sans tarder donner la parole aux échanges. Alors peut-être aux panélistes s'ils ont des questions à se poser, puisque c'est la règle qu'on a respectée depuis le début du colloque, ou à la salle. Alors, Madame Pramila Patel. Thank you to all the panelists for their brilliant presentation, very, very rich and substantive. I just have a question, a clarification question to Kathleen on the where are you situated on the idea of a new convention? Because I recall when this was flagged by PSVI. My office was consulted and we took a very strong position against it. I mean, I myself, I have sat on a treaty body, the CEDAW Convention, for 16 years. And even in those days, there was one former special rapporteur on violence against women who was like pushing for a new convention on violence, a standalone convention on violence against women, for which there was pushback not only from the CEDAW committee but from the broader constituency of women's rights organizations, and for the same reason, but maybe even beyond. I mean, like the stand of my office and my personal position is that it will be a very dangerous move, and that's what I had told Lord Ahmad and his team from PSVI that this will be I'm sorry, but that will be a suicidal trajectory to take. No, I just wanted to know whether this, because I see it resurfacing, and I'm sorry because I'm in the middle of something with the office, and I apologize if you have given any information which I may have missed, but will be very useful to know how you, the Mukwege Foundation, what is your stand? Thanks a lot for that question and giving me the chance to clarify and be very clear. Because what I tried to express is that in the beginning, when we developed the Wetline Initiative, we also looked at the option if there was a need for a new convention. Following the research, we have dropped that idea based on the fact that we felt there's so many obligations, however, difficult to find. And that's why we said, let's work on the guidebook and work on a focus on strengthening implementation and compliance. So thank you for the opportunity to clarify. But I thought it's important to mention it, as some people are thinking about it, but we really researched it. What I still think could be important is if you look at the guidebook, and I think the guidebook is interesting, but it also follows the obligations from the different legal frameworks. So what we are currently doing is we call it now a synthesis document. So to see if we could pull from the different bodies of law obligations that stand, so that we take it from the obligation perspective. And that could be, it's not a new convention, but it could be a bit the status of the law. And on that notion, I also want to stress is that, and I want to thank your office and others, because what we've done, it's the current state of the law. So we try to make it as much as possible the existing interpretation. So your team of experts has reviewed our, the way we talked about the UN Security Council resolutions. The colleagues of Paulina helped us to really
give feedback on the IHL, International Humanitarian Law part, and the human rights committees have really given the feedback on that part. So it's really, there should not be a lot of discussion on the obligations, as we felt it's very important to have that stressed. Yeah. 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 Exactly. Exactly. Yeah. The model legislative Yeah. provision and guidance that really Yeah. contains the state-of-the-art provisions Exactly. that's required to Yes. prosecute any form of sexual violence against women, but also men, because that's also a huge gap in legislation. I fully agree that laws at the domestic level Yes. must be reinforced, because at Yes. the end of the day, survivors want justice at home. Exactly. And Yeah. international justice, or even the exercise of universal jurisdiction, is so much harder and takes so Exactly. much time. So we and that's the mandate, because as you know, the team of experts on the rule of law also has a Security Council mandate, Exactly. was established through the same Yeah. resolution that established Yeah. my mandate. So I think it's important that we are on the same page, because I recall that the former Prime Minister Liz Truss, who was Yeah, I know. was really pushing for this idea of a new convention. That will be because then everyone will be let off, because no one will ratify. Even if we reach the stage of having a new convention, Exactly. then they will not ratify. Then all these countries will get away, because they will say, Yeah. thank you. Thanks. I'd like to ask a question, if I may. I don't know. Just one question to Catherine. It was wondering if it's, whether it's possible to include maybe the Sanremo handbook in the guidebook. If I well understood, it's some kind of open content box where we can, for instance, maybe, because I had a quick look, and maybe a session training tools might be interesting also to promote and enhance obligation of states. Yes. Okay. Thank you. Be in touch on that. Bonjour, j'aimerais tout d'abord vous remercier et vous rappeler que si Madame Milandou est présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, c'est que elle est la représentante du Congo. Personnellement, je représente ici la France au sein d'une fédération internationale qui a été créée par une avocate du barreau de Paris, Yvonne Tolman, en 1915, à propos de la femme turque. C'est un préambule. Ce que je comprends, et ce qu'avait compris Madame Tolman, c'est que c'est le droit et les institutions qui vont pouvoir contribuer à cette lutte contre ce fléau qui est le viol. J'ai bien compris dans la dernière intervention qu'il s'agit de responsabiliser d'abord les États, puis ensuite la communauté des États. Je pense que ce que j'ai compris de vos interventions, c'est que, au-delà du droit, il y a des instruments à explorer. Tout d'abord, la preuve, ça c'est le droit. Mais Madame Bardet a donc montré avec le backup qu'il y avait, au-delà du droit, pour faire actionner un droit, il faut une preuve. Je constate que la preuve est demandée aux victimes et que peut-être on pourrait inviter les États à contribuer à la preuve, que ce ne soit pas qu'aux victimes de prouver les faits. Ensuite, je remarque que vous invitez nous toutes et nous tous à avoir des relais dans la presse, les mass médias. Il y en a. En France, il y a actuellement ce qui est appelé la justice restaurative. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait d'accord avec le mot de justice, parce que je ne suis pas certaine que les parties civiles soient restaurées par la condamnation. La victime, elle veut être entendue.
Elle veut que tous les aspects de ce fléau émergent dans le procès. Et il se trouve que par la justice restaurative, qui consiste à mettre en présence des victimes et des auteurs, mais non pas l'auteur direct, mais non pas la victime directe. La victime du viol va être mise en contact avec un violeur, mais pas son violeur. Il en va de même des coups et blessures, il en va de même de toute violence possible et imaginable. C'est un nouvel instrument qui va permettre aux États de faire émerger dans leur parlement plutôt masculin une prise de conscience de l'échelle des outils pour que ce fléau cesse, car c'est un fléau. Et vous avez parlé de la guerre. Il faudrait rajouter, c'est une guerre, mais il faudrait rajouter que c'est un instrument de terrorisme. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de guerre déclarée, il y a un terrorisme. Et le viol est un instrument de terrorisme pour terroriser, comme son nom l'indique. Voilà. C'était pas tout à fait une question, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que j'ai bien compris le propos et est-ce que nous avons encore beaucoup de travail? C'est à moi, parce que vous me regardez, je sais. Juste pour dire, non mais bien sûr qu'on a encore énormément de travail. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un fléau. Oui, bien sûr, et il me semble avoir dit, mais je peux avoir été chaotique. Mais je pense que tous, oui, c'est un outil d'humiliation et de terreur, clairement. Et effectivement, la question du terrorisme aussi, donc plein de formes. Voilà. Et juste un petit mot sur la question. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure quand je parlais de la justice pénale qui est extrêmement importante, mais qui en fait, voilà, déjà souvent, tout dépend des personnes. Moi, j'ai mené le premier procès pour viol comme crime de guerre en Bosnie en 2009. Et Zvieta, cette femme, quand elle est sortie, la première phrase qu'elle a eue, c'est « les juges m'ont cru ». Au niveau national, je parle en bosnien. Les juges m'ont cru. Et alors qu'au départ, elle était terrorisée par le fait de savoir, en espérant qu'il soit condamné à vie pour qu'il ne sorte plus de prison parce qu'elle avait trop peur, quoi. Voilà. Ils ont pris, je crois, 5 ans ou 7 ans, ce qui est un peu ridicule. Mais en fait, elle était plus du tout là-dedans. Elle était, les juges m'ont cru. Donc, il y a bien sûr des reconstructions à travers ça, parce que comme vous dites, en fait, c'est en fait dire son histoire et être cru, parce qu'on n'est pas allé là-dedans, mais on le voit aussi sur le viol de droit commun. S'il y a moi, ça m'interroge. Je raconte toujours ça, je dis toujours ça comme ça, ce qui est pas très. Et je dis souvent, vous allez à un dîner chez des amis, on vous vole votre scooter. Vous arrivez chez vos amis, vous dites on m'a piqué mon scooter. Enfin, vous allez parler de ça. Une agression sexuelle ou un viol, tout de suite il y a un tabou, tout de suite on n'en parle pas, et tout de suite la première chose dont on a peur, c'est qu'on va pas nous croire. Et ça c'est quelque chose aussi qui est très singulier à la violence sexuelle. Et ça, c'est un problème. Donc, pardon, je retourne l'histoire, mais c'est en fait de dire que oui, les autres voies de justice, elles sont extrêmement importantes, qu'il faut être conscient qu'on peut pas répondre avec la justice judiciaire, pardon pour l'expression très pas jolie, mais on peut pas répondre que avec le judiciaire, et que je pense qu'il y a d'autres voies aussi qui peuvent accompagner, qui peuvent suppléer, pallier à quand il n'y a pas le judiciaire, qui est très long, qui est très traumatique. Moi, je crois aussi qu'il faut innover. Je crois profondément qu'il faut, par exemple, même dans le judiciaire, je pense qu'à un moment, on devrait arriver à ne pas faire témoigner les victimes. Je pense qu'en vrai, on n'en a pas besoin. Mais là, je pars dans une utopie totale. Mais je crois à ça parce que ça crée beaucoup de problèmes. Donc voilà, on pourra en parler pendant des heures. Mais oui, la justice, les formes de justice restaurative et tout ce qui est fait aussi. Je disais, quand on parle de réparation, pour moi, c'est bien sûr que ce sont des formes de justice aussi collectives, individuelles, la parole. Je pense que SEMA, quand les filles, elles sont ensemble. Tout à l'heure, tu as parlé de rôle, comment tu as dit là, respective role model for each other. Rôle modèle pour elles-mêmes, mais c'est génial parce que c'est ça en fait, c'est de comprendre aussi que ce qui vous arrive aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un à qui c'est arrivé il y a 15 ans, et de voir qu'on peut s'en sortir. Voilà. Pardon, je pars dans tous les sens dans ma réponse, mais pourquoi? Parce que ça m'habite vraiment, c'est de dire, on peut s'en sortir aussi. Le viol, non mais le viol de guerre, non seulement c'est pas une fatalité, mais aussi quand ça vous arrive, vous pouvez avoir une autre vie. Mais on répare pas
enfin, on répare pas ce qu'on a vécu, on vit avec, mais on peut s'en sortir. Et je finis là-dessus, c'est pour ça que c'est très important, et ce que tu as dit tout à l'heure aussi, il faut aussi que les bailleurs de fonds comprennent qu'il faut ce que tu disais, des accompagnements et des soutiens de long terme, parce que c'est un travail long. Nous, on a un programme aussi d'accompagnement survivant dont j'ai pas parlé, et que on peut s'en sortir, et que ce travail ensemble, qu'elles deviennent ensemble une force et une voix, bah ça aussi, ce sont des formes de justice. Et voilà, je m'arrête là, mais c'est penser à toutes ces sortes de choses et qui rentrent aussi dans le débat public et qui nourrissent ce que je disais tout à l'heure, le fait que la violence sexuelle, il faut qu'elle rentre dans le débat public, mais pas que à travers des conférences. Il faut qu'il y ait une prise de conscience globale sur ces questions-là, et on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et je m'arrête. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Deux. Ce n'est pas une question, mais juste un élément d'information au titre de la documentation disponible. Je vous signale la parution à venir à la revue Esprit au mois de mars d'un gros et beau numéro sur justice et réparation. À titre général, on abordera notamment les questions où seront abordées les questions de justice restaurative, notamment face aux crimes de masse, entre autres. Et peut-être la dernière question, puisque nous avons pris un peu de retard. Merci, je suis Paola Forgione, je suis conseillère juridique au Comité international de la Croix-Rouge. Donc, vous disiez, il n'y a pas encore une prise de conscience globale, mais je me demande si, dans votre expérience de plusieurs années de plaidoyer, de sensibilisation, c'est une question à vous tous, est-ce que vous avez quand même remarqué une évolution positive? Donc, par exemple, une connaissance majeure, une volonté majeure par les États de changer, d'adopter des lois qui adressent la violence sexuelle, ou par exemple pour l'Institut, majeur intérêt par les militaires que vous formez pour la thématique de la violence sexuelle. Et si oui, s'il y a eu cette évolution positive, quels ont été les facteurs derrière qui l'ont permise? Merci. Vaste programme, mais peut-être une réponse Positive de Catherine. developments. Oui. I think I tried to start with the presentation. I think in the legal field, there is definitely positive developments in jurisprudence, acknowledgement. I think having this colloquium is a positive development. 15 years ago, this would have not happened. We would not have people from different disciplines coming together for 2 days, discuss CRSV. I think it's also what Pierre Salignon said. In the early 90s, even during the genocide Rwanda, nobody talked about CRSV. It took 10 years in Kosovo before the first survivor ever publicly spoke about being a victim of CRSV. So I think on many levels, both on the legal side, the development of understanding a bit better what survivors need, listening to survivors, what they need. On the medical side, knowing more what a package needs to be, within the first 48 hours, then longer term, fistula repair, if women are really destroyed from within, there's technical improvements. I think on all the fields, I think we make progress, but I think it's too little, too late, and too slow. So is it optimistic or not? Yeah. Yes. Okay. Because ultimately it's optimistic because we are not only here, but there's people around the world engaged, talking about it, and last but not least, survivors. And that's, I think, the most positive. Survivors find the courage, the strength much earlier to speak out, and also they start to know their rights. I think that's a very positive, because they will not allow us all to not give them what they need. So that's on a positive note. Yeah. Mais moi, juste d'un mot, c'est qu'en fait, je pense que c'est lié. Oui, il y a des choses positives, et aussi sur le terrain. Et d'ailleurs,
c'est pas pour le citer à répétition, mais Denis Mukwege aussi parle de la masculinité positive, c'est-à-dire que tout ça aussi, d'ailleurs sur un terrain qui est le moins, j'ai moins d'expertise là-dessus, je sais pas comment dire ça, mais c'est toute la question du rapport aussi homme-femme, de l'inégalité et de comment on en parle dans les pays et comment ça change et l'éducation ça change. Mais si on regarde un pays comme la France, moi quand même, de mes hauts, je vous dirai pas mon âge, mais quand même, je vois en fait les filles de 20 ans, de 20-25 ans, par exemple, elles ne regardent pas les choses de la même façon quand il s'agit d'égalité, hommes-femmes, etc. Elles disent des choses que moi, à leur âge, j'aurais pas dit. Donc, bien sûr que les choses, elles changent. Et je pense, c'est ça tout à l'heure quand je parlais de la prise de conscience, c'est comme le racisme, c'est comme peut-être vous avez eu, moi en tout cas, j'ai eu des histoires de famille quand j'étais jeune, petite, où j'avais un oncle qui avait des propos racistes à la table et ça dérangeait personne. Aujourd'hui, on ferait plus ça. C'est vers cela qu'on doit aller et je pense que ça change. Donc, il faut aussi travailler avec les hommes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, la société, elle change et je pense qu'il faut travailler avec les hommes et il faut aussi, encore une fois, que les femmes, elles aient des positions de plus en plus aussi de leadership, de pouvoir décisionnaire. Ça touche à tout ça, quoi. Et leur voix, tout ça. Et ça, c'est un long travail. Mais oui, moi, je trouve que ça change quand même. Il n'y aura pas de propos conclusifs à cette table ronde puisque les propos conclusifs vont commencer maintenant avec la session qui sera ouverte par Anne-Marie Descottes qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente parmi nous et Jean-Christophe Martin. Donc nous allons leur laisser immédiatement la place.